journée d'études cliniques, nous souhaitons mettre en lumière ces étiquettes à la mode dans le champ de la psychologie. De tout temps, certaines étiquettes ont connu la gloire. Pendant le XXe siècle, c'était plutôt l'hystérie qui a une bonne presse, ou une mauvaise presse d'ailleurs. En tout cas, elle était de la mode. On voit maintenant dans nos cabinets arriver des gens juste pour avoir l'étiquette, savoir s'ils sont bien HPI. Si leur proche est bien pervers narcissique, s'il n'y a pas un petit TDAH, il n'y a pas de problème à l'école. Finalement, le travail du psychologue est alors de développer le sens critique, d'abord le nôtre, et ensuite celui de son patient. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs grandes phases. La naissance du concept en tant que tel, quand ce néologisme-là, on va dire, apparaît. Puis ensuite un travail qui va tenter de mesurer, de créer des outils standardisés. Ces outils-là vont vite être mis en question. Et aujourd'hui, une tendance à aller vers des critères qualitatifs, mais il y a toujours quelques points de butée dont je vais essayer de parler. C'est un psychiatre américain qui s'appelle Steven Bratman qui va sortir un livre sur l'obsession de manger sainement. Il va dire qu'il rencontre des patients qui ne veulent pas perdre de poids, mais en perdent quand même, que ce n'est pas vraiment des anorexies, et qu'il y a un phénomène un peu original de vraiment vouloir manger sainement. Des grands symptômes, des grands signes qui vont être mis en lumière par Bratman et qui vont constituer le cœur de l'orthorexie, l'obsession pour une alimentation saine, une alimentation assez restrictive, des aliments exclus. Le pendant de l'alimentation saine, c'est la peur et l'angoisse des aliments considérés comme malsains. Pourtant, c'est que la perte de poids n'est pas recherchée. Elle peut apparaître, mais elle n'est pas recherchée. Dans une problématique alimentaire, à vouloir absolument manger sainement, quitte à perdre du poids, éventuellement à mettre en danger leur santé, c'est vrai, on en voit, ça existe, on en voit de plus en plus. Par contre, toute la recherche scientifique, elle patine un peu dans la relation avec les objets primaires, peut-être des difficultés dans le bien-être corporel, la place du par-excitation. Est-ce que dans l'idée du travail de l'hypocondrie, de la solution hypocondriaque, on n'aurait pas un travail orthorexique, ce qui expliquerait éventuellement que l'orthorexie ait pu être mise en lien comme une porte d'entrée, mais surtout comme une porte de sortie de la mode. Vous avez un enfant qui est étourdi, qui est un petit peu dans la lune à certains moments de la journée, qui est TDAH. On compare souvent le retentissement des difficultés à la maison et on va aussi chercher à les retrouver à l'école. Alors c'est un trouble qui est quand même assez fréquent. Il touche quand même jusqu'à 6% des enfants avec un ratio de 3 garçons pour une fille. Et chez les adultes, on retrouve 2,5% de la population touchée. Les TDAH peuvent retarder énormément le coucher. Par exemple, dès qu'il faut aller se coucher, il va y avoir j'ai oublié de faire un bisou, j'ai oublié d'aller me brosser les dents. Des petites choses comme ça qui retardent énormément parce qu'il est tout le temps focalisé sur autre chose. En fait, il n'arrive pas à aller au bout de la tâche parce qu'il y a tout le temps un truc qui passe et j'ai pas fait de machine, et puis j'ai oublié de faire ça, il faut que j'aille faire ça. Nos collègues nous disent tiens, j'ai rencontré un pervers, mon collègue il est pervers, mon chef il est pervers, mon mari est pervers, ma femme est perverse. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut entendre chaque semaine quelqu'un nous dire tiens, j'ai rencontré un pervers ou j'ai croisé un pervers. De pathologies lourdes, on parle de psychose blanche, on va en parler plus tard, de violences psychologiques extrêmes et donc de victimes. Il y a peu, voire pas d'insight. Ils viennent souvent en thérapie, contrairement à ce qu'on croit, mais souvent avec le masque, notamment de la victimisation. Vous savez, un PN voit toujours chez l'autre ce qu'il est en réalité. On peut dire aussi que les PN ont généralement vécu un certain nombre de facteurs, d'événements ou de non-événements d'ailleurs, de carences affectives ou de blessures narcissiques durant leur enfance. C'est une autre cause. Encore des polytraumas qui entravent un des tout premiers stades de la construction de la psyché humaine, qui aurait dû normalement aboutir à la distinction entre un soi et un non-soi, et à la constitution du coup d'une représentation entre un moi séparé de l'objet, donc de la mère. Donc c'est une fusion dysfonctionnelle et toxique qui s'installe. Est-ce que je suis HPI ou pas, elle est quand même assez fréquente, très à la mode. Et parfois associée, est-ce que je suis HPI, est-ce que je suis HPE, ou est-ce que je suis les deux. Si je me dis HPI, c'est évidemment en référence à une norme où moi je vais être située différemment sur la courbe et différemment par rapport à cette norme élargie. Donc l'intelligence cristallisée, l'intelligence fluide, la mémoire à court terme, la vitesse de traitement. Ce sont en fait les capacités qui sont évaluées dans le cadre des échelles de Wechsler actuellement sur la WIC-5 et la WISC 4.
En quoi ça résout ou pas la problématique de ton patient? C'est que ça t'apporte un regard, mais ça va être pas... Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Dans la recherche de sens, effectivement, c'est là où la qualité de contenance. Ouais, Mais je trouve que sur le plan psychopathologique, ça vient d'autre chose. Pour poser la question de quelles sont les causes, entre guillemets, s'il y avait des causes d'un burn-out, quelles seraient-elles? Un burn-out, pardon, on est vraiment dans la rencontre en fait, c'est-à-dire un dysfonctionnement organisationnel et puis les personnalités qui, on va le voir juste après, qui peuvent mettre beaucoup d'engagement dans leur vie professionnelle, qui ont envie de bien faire et qui sont impactés par ça. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous faites en termes d'équilibre pour prendre soin de vous? En gros, comment on accompagne quelqu'un qui fait un burn-out et qui passe la porte? Si la de votre cabinet ou de votre institution, si la personne présente un épisode de dépression, au moment où l'approche CTCC, donc on va essayer de... En anglais, ça signifie simplement à la frontière. Là, c'est pas rien médicalement d'avoir appelé pareil une personnalité et une tumeur. Donc en fait, voilà, on a trouvé l'héritier de la folie de Michel Foucault. C'est peut-être le borderline finalement. Voilà, donc ça c'est quand même ce qu'un patient qui va taper borderline sur Google va trouver en première définition. Donc borderline, c'est fou, parce qu'il l'introduit comme une catégorie à part entière. C'est plus quelque chose de frontière entre deux choses, c'est vraiment une catégorie. C'est plus seulement quelque chose qui est entre la névrose et la psychose, mais une entité à part entière. Et dans les symptômes vraiment qui sont marqués, les efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. Le mode de relation interpersonnelle instable intense, où on va passer entre l'idéalisation et la dévalorisation, l'hyperinvestissement, désinvestissement. La perturbation de l'identité avec l'instabilité marquée persistante de l'image et de la notion de soi. L'impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables pour le sujet, les dépenses, la sexualité, la toxicomanie, la conduite automobile dangereuse, les crises de boulimie.